l'hospitalisation du nouveau-né dans le service. Donc, l'alimentation, c'est le premier médicament que le nouveau-né reçoit. Donc, comme c'est une prescription médicale, on va voir quand est-ce qu'on doit débuter la prescription, c'est-à-dire à quel moment on doit débuter l'alimentation chez un nouveau-né qui soit prématuré ou à terme, quand est-ce qu'on doit, quels nutriments on doit utiliser, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme type de lait et comment on doit alimenter. Donc, l'alimentation en milieu hospitalier répond à deux modalités. Donc, soit on fait de la nutrition parentérale, par voie veineuse, soit on fait de la nutrition orale ou entérale. Donc, ce sont les deux modalités de l'alimentation en milieu hospitalier. Je ne sais pas si dernièrement vous aviez suivi, il y a un séminaire que professeur Faye avait animé et il avait fait un cours sur l'alimentation du nouveau-né. Il m'avait même demandé certaines de mes images pour pouvoir illustrer ces cours. Donc, en principe, si vous avez suivi ce séminaire, vous devez déjà avoir des notions sur cette alimentation en milieu hospitalier. Donc, pour en revenir au cours, lorsque un nouveau-né est alimenté en milieu hospitalier et hospitalisé, vous avez deux modalités d'alimentation. Soit vous faites de la nutrition parentérale ou de la nutrition orale entérale, ou bien les deux en même temps, c'est possible. Donc, on va débuter par la nutrition parentérale, c'est-à-dire par voie veineuse. Donc là, c'est la théorie. Je ne vais pas parler de ce qu'on fait dans notre service qui n'est pas de la nutrition parentérale. Je parle de ce qui doit se faire normalement pour alimenter un nouveau-né. Donc, la nutrition parentérale, les objectifs nutritionnels théoriques, c'est d'apporter des macronutriments qui sont des protéines, glucides, lipides et des micronutriments qui sont les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments au nouveau-né par voie veineuse. Donc, si on commence par les besoins énergétiques, c'est-à-dire les besoins caloriques, vous avez certains organismes et académies qui ont fait des études et au terme de ces études-là, ils ont sorti des valeurs caloriques, c'est-à-dire des valeurs qui couvrent les besoins caloriques journaliers de l'enfant. Donc, normalement, si vous devez alimenter un nouveau-né, à terme, les valeurs vont de 90 à 120 kilocalories par kilo par jour. Mais, comme dans ce cours-là, on inclut également les nouveau-nés prématurés et de faible poids de naissance, vous retenez les besoins en calories chez le nouveau-né, c'est-à-dire le nouveau-né en général, prématuré et retard de croissance y compris, les besoins caloriques vont de 110 à 180 kilocalories par kilo par jour. Donc ça, il faut le noter, s'il vous plaît. Donc les besoins caloriques chez le nouveau-né, prématuré et retard de croissance y compris, ça va de 110 à 180 kilocalories par kilo par jour. Donc le fait qu'on atteigne 180 kilocalories par kilo par jour, c'est parce que les prématurés et les faibles poids de naissance sont inclus dedans. Donc après les besoins caloriques, on passe aux besoins hydriques. Donc les besoins caloriques, si je reviens sur ça, ils sont apportés par les protéines, les lipides et les glucides, et dans 50% des cas, par les lipides. Ensuite, on passe aux besoins hydriques. Donc les besoins hydriques, les pertes hydriques sont évaluées quotidiennement. Donc normalement, on vous a dit que le nouveau-né, 90% de son poids corporel, c'est constitué par de l'eau. Donc dans 80% des cas, son poids corporel, c'est de l'eau. Donc, pour évaluer la perte hydrique chez le nouveau-né, ça va de soi qu'on doit le peser. Donc, c'est par la pesée de l'enfant même, quotidienne, et la pesée des couches qu'on arrive au moins à calculer, qu'on peut évaluer les pertes hydriques chez l'enfant. Donc, ça, c'est dans le cas où, malheureusement, on n'a pas de sonde urinaire pour un enfant chez qui on suspecte une perte rénale, une perte liquidienne rénale trop importante. Normalement, on devrait le sonder. Mais comme nous, ici, on n'a pas de sonde, on aurait pu peser les couches pour voir à peu près s'il y a une perte hydrique trop importante au niveau des couches. En dehors de ça aussi, on quantifie les pertes hydriques à travers les résidus gastriques, si c'est un enfant qui est sous sonde gastrique, ou au niveau de la stomie, s'il a bénéficié d'une stomie digestive. Donc, les facteurs qui favorisent les pertes hydriques chez le nouveau-né, vous le savez mieux que moi, vous avez fait le cours, c'est l'immaturité cutanée. Donc, les pertes insensibles cutanées sont trop importantes chez le nouveau-né. Donc, 65% des pertes se fait par évaporation et elle diminue de 25 à 40% lorsque l'enfant est couvert ou bien lorsqu'il est dans une couveuse si l'enceinte est humidifiée. Donc, c'est pour vous dire que les pertes hydriques par voie cutanée ne sont pas banales. L'autre
facteur qui favorise les pertes hydriques chez le nouveau-né, en dehors des pertes insensibles cutanées, c'est l'immaturité rénale, parce que le pouvoir de concentration des urines est diminué. Donc, ça favorise la déshydratation hypernatrémique. C'est à cause de ça que les nouveau-nés font une déshydratation hypernatrémique, parce que le pouvoir de concentration des urines est très faible. L'autre facteur qui favorise les pertes hydriques chez le nouveau-né, c'est un nouveau-né ictérique qui fait un ictère à bilirubine libre et qui est sous photothérapie, ou bien un enfant qui est sous table, un nouveau-né qui est sous table chauffante, avec une radiation qui est trop élevée, 50 à 190%. Donc là, c'était juste pour vous expliquer les modes de perte d'eau, les pertes hydriques, quels sont les facteurs qui les favorisent chez le nouveau-né. Donc, si on en revient aux besoins hydriques en tant que tels, les besoins vont de 60 à 180 ml par kilo par jour, parce que j'ai inclus dedans les faibles poids de naissance, les prématurés. Donc, si on prend les nouveau-nés à terme, c'est 60 à 160 ml par kilo par jour. Nouveau-nés prématurés ou hypotrophes, 80 à 180 ml par kilo par jour. Ça, vous le savez mieux que moi. Donc, comment on augmente les besoins hydriques? On les augmente de 10 à 20 ml par kilo par jour. Donc, en général, nous tous dans les services, c'est un consensus, on augmente uniquement de 10 ml par kilo par jour chaque jour. Mais on peut augmenter de 15 ml comme on peut augmenter de 20 ml par kilo par jour. Donc, vous retenez, c'est 10 à 20 ml par kilo par jour. Ce n'est pas uniquement 10 ml par kilo par jour. Donc, lorsque l'enfant doit bénéficier d'une photothérapie, il faut également augmenter les besoins hydriques. Pourquoi? Parce que la photothérapie entraîne une déshydratation du fait d'un passage passif d'eau à travers la barrière cutanée. Je m'excuse. Pour la restriction hydrique, lorsque c'est un enfant qui a une cardiopathie et vous avez peur que sa cardiopathie décompense en insuffisance cardiaque, il faut restreindre les besoins. Un enfant aussi qui a une détresse neurologique sévère avec risque d'œdème cérébral, il faut restreindre les besoins. Mais en cas d'enfant, c'est-à-dire on a remarqué dans les services, bon, je vais prendre le cas du service de Pékin, on voit que souvent lorsque les gens présentent le staff le matin, pour des nouveau-nés qui ont prématurés, qui ont une détresse respiratoire, ou bien même les nouveau-nés à terme, ils réduisent les besoins. Ça ne se fait plus. Surtout chez les nouveau-nés de faible poids de naissance. Parce que la détresse respiratoire, si un enfant a une détresse respiratoire et que tu lui donnes tous ses besoins liquidiens, quand même le risque d'OAP est faible. C'est vraiment minime. Donc, s'il vous plaît, les enfants qui ont une détresse respiratoire et qu'il n'y a pas un risque trop marqué d'œdème aigu du poumon, il ne faut pas restreindre les besoins. Donc, détresse respiratoire n'est pas égale à restriction des besoins. On restreint uniquement en cas de détresse neurologique sévère où on craint un édème cérébral, ou bien en cas de cardiopathie pour lequel on a peur qu'il y ait une décompensation en insuffisance cardiaque. Donc, si après on passe maintenant aux besoins en électrolytes, c'est la même chose, la même valeur. Donc, pour le sodium, c'est 2 à 4 mEq par kilo par jour. Pour le potassium, 1 à 2 mEq par kilo par jour. Pour le chlore, 4 à 5 mEq par kilo par jour. Pour le calcium et le phosphore, 40 à 60 mg par kilo par jour. Donc, lorsque vous calculez et que vous dites par exemple 4 à 6 cc par kilo par jour, ça c'est pour le gluconate de calcium 10% uniquement. Donc, il faut faire attention. Parfois, dans les services, ce n'est pas du gluconate de calcium qui est disponible, c'est du chlorure de calcium qui est disponible. Et le chlorure de calcium est plus concentré en calcium que le gluconate. Donc, chaque fois que vous faites les calculs pour les infirmières, il faut vérifier quel conditionnement